Alors, est-ce que vous voyez que ça enregistre là? Oui. Allez, parfait. Ok, donc on reprend. Ici, on a donc, et ça, s'il vous plaît, c'est très important, comprenez pourquoi AB et E, ok, font partie, permettent la régulation de la transcription, parce qu'il faut que vous compreniez que les récepteurs sont en 3D. Donc, la partie AB et E sont au final en contact. Ok? Donc, AB et E sont en contact. C'est eux qui vont permettre la transcription. Le domaine C, c'est pour se fixer à l'ADN. Donc ici, on le voit ici, juste dans le schéma. Donc ici, c'est avec le domaine E qu'on se fixe sur la région ERH. Et enfin, le domaine E aussi. Non, excusez-moi, c'est grâce au domaine C qu'on se fixe sur le domaine ARH. ERH. Et donc, sur le domaine E également, on a la fixation du NLS parce que le récepteur en question, il ne se retrouve pas dans le noyau au hasard. Pour aller au noyau, il a forcément reçu un NLS. Et forcément, il a rencontré une importune alpha, une importune bêta, il a rencontré une protéine GRAN, il a tout rencontré pour se retrouver là. Okay, et lorsque l'hormone va se fixer, ici c'est une hormone stéroïde, va se fixer sur le domaine E, il va libérer les parts, donc les HSP, va permettre une dimérisation, une fixation sur la région spécifique de l'ADN pour faire une transcription. Donc, chapitre 10, où on voyait tout ça, ici, on a l'ARN, même s'il n'est pas mis, mais l'ARN polymérase numéro 2, les complexes de transcription, la courbure de l'ADN, tout ce qu'on a vu dans le chapitre 9. D'accord? Donc là, ça, c'est sympa ce schéma parce qu'il résume un peu tout. Ça, excusez-moi, on s'en fout. Ça, si vous voulez lire, ça peut être intéressant. Et enfin, pas enfin, mais juste après enfin, ce schéma aussi est capital. Alors, pourquoi il est capital? Donc, on a fait, je répète, on a fait les signaux hydrosolubles avec le RCPG, récepteur tyrosine kinase ou récepteur ionique, ok, à 4 domaines transmembranaires. On a vu les récepteurs liposolubles. Ça veut dire quoi liposoluble? Ça veut dire qu'on ne va pas sur un récepteur transmembranaire, mais on va sur un récepteur, ok, qui est donc nucléaire, un récepteur intracellulaire, comme par exemple ABCDE. Ici, on est dans le cas de radicaux libres gazeux, comme le monoxyde d'azote. Donc là, on n'a ni besoin de récepteur, ni besoin de rien du tout. Ce NO, juste l'effet final, c'est qu'il va permettre une relaxation et une vasodilatation. Donc, vasodilatation, c'est qu'il va provoquer une dilatation des vaisseaux. Relaxation, c'est qu'il va permettre à la cellule musculaire de se relaxer. Mais ce NO, vous vous rappelez, dans le chapitre 4, figure, il me semble, 21 ou 20, il y avait toutes les activités de la calcium-calmoduline. Et entre autres, on avait dit que la calcium-calmoduline, elle activait des kinases, des phosphatases, elle activait aussi des hénosyntases. Et c'est là où justement on arrive à ce point-là, c'est que là, ce qu'on appelle NOS ici, c'est la hénosynthase. C'est ce qui va permettre de fabriquer le NO. Donc, dans l'ordre, comment on actionne la calcium-calmoduline? Ça, dans le chapitre 2, figure 4, et dans le chapitre 11, figure 9. On a l'acétylcholine qui se fixe sur le RCPG. Donc, chaque fois que vous voyez un mot, il faut vous dire tout ce que vous savez sur le mot. Donc, on va s'amuser. L'acétylcholine, donc c'est une hormone qui va se fixer soit sur un RCPG, soit sur un récepteur ionique à 4 domaines transmembranaires. On le retrouve ici, on le retrouve là-bas. Le RCPG, c'est une glycoprotéine, 7 domaines transmembranaires, avec beaucoup de sous-unités, qui va activer les protéines G. Bon, il y a plusieurs choses, mais bon. Alpha Q, qui va activer phospholipase C. La phospholipase C qui va couper PIP2.
qui va donner IP3, les DAG. IP3 qui va aller sur le récepteur IP3 qui va libérer du calcium. Ça, vous devez connaître par cœur. Le calcium, il va aller fixer la calcium-calmodulines. Je rappelle que la calcium-calmodulines peut être inhibée, ça n'a rien à voir ici, mais peut être inhibée par par quoi alors? Des Dans un cadeau, fragments du je veux peptide juste que signal, non? Alors là, je n'ai pas entendu. Pardon? C'est des fragments du peptide signal, non? Exactement. Le fragment du peptide signal va jouer un rôle justement dans l'inhibition de la calcium-calmoduline. Et cette calcium-calmoduline, lorsqu'elle n'est pas inhibée, donc, elle va activer la hénosynthase. Remarquez juste la hénosynthase, elle est accrochée à la membrane plasmique via deux acides gras. Bon, c'est juste une remarque. Le NO va être diffusé et le but du NO, comme je vous l'avais dit la dernière fois, c'est d'augmenter le GMP cyclique. Et l'augmentation du GMP cyclique va faire ce qu'on appelle une relaxation. Vous avez, alors je ne vous pousse pas à le faire, hein, c'est débile, mais il y a certains d'entre vous peut-être qui ont, c'est pas fumé, mais c'est respirer du NO, du monoxyde d'azote dans les soirées, le ballon, je sais pas quoi. Moi, je ne connais pas ça, mais je sais que ça existe. Et quand quelqu'un prend ce ballon-là et il aspire, il est hyper détendu. Il est hyper. Même il y a le truc qui modifie un peu la voix. Ben ça, c'est le NO, okay, le monoxyde d'azote. PDE ici, c'est le phosphodiestérase. Donc ça, c'est la fameuse réaction que je vous avais envoyée. On passe du GTP au GMP cyclique grâce à la guanidine cyclase et on passe de la GMP cyclique au GMP grâce à la phosphodiestérase. Ok? Voilà. Donc ça, ce schéma est capital. Il est aussi très important de le savoir. J'ai une question. Oui, oui. Je ne comprends pas, moi, ça sert à quoi de cycliser le GMP? Ça sert à quoi d'utiliser Ça sert à quoi de rendre le GMP en GMP cyclique? Non, là, dans ce schéma, soit on passe du GTP en Je voulais GMP. dire GTP, je voulais dire. Donc là, on passe soit du GTP au GMP cyclique, soit du GMP cyclique au GMP. Ben, c'est juste qu'on te dit qu'au bout d'un moment, le GMP cyclique, lorsqu'il a fini son action, eh ben, il va revenir à l'état de GMP, okay, parce que on n'en a plus besoin, donc il n'y a plus besoin d'une relaxation. Okay. Et le GTP, lui, il est là, c'est une molécule énergétique. Lorsqu'il rencontre le guanidine cyclase, il va se transformer en GMP cyclique. Et c'est le NO qui va activer cette guanidine cyclase, tout simplement. J'ai répondu à ta question? Ah oui, et du coup, ça marche aussi pour l'ATP, par exemple? Eh bien, exactement. L'ATP va donner, grâce à l'adénylcyclase, l'AMP cyclique. Ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure pour le cas du glucagon. Et après, l'AMP cyclique va donner l'AMP grâce à la phosphodestérase. Ça, c'est la réaction que je vous ai envoyée sur le groupe la dernière fois. OK. Donc, ce schéma est important, pas parce qu'il va tomber, mais ça résume un peu ce qu'on avait vu sur justement le RCPG. Regardez le RCPG, quand il se fait dans le numéro 2, lorsqu'il se fait phosphoryler, il va être reconnu par l'arestine. Regardez l'arestine, qui elle-même, l'arestine, a nécessairement besoin d'être phosphorylée pour être activée, va reconnaître ces sites de phosphorylation et va provoquer son endocytose avec une vésicule de clatrine, pareil, recouvert de clarine, pareil, qui c'est qui fait l'endocytose, toujours avec dynamine, etc., etc., etc. Endosome précoce, endosome tardif, exactement comme le glucagon de tout à l'heure. Et on avait dit que lorsque le RCPG était endocyté, l'endocytose crée son inactivation. Donc tu vois ici, Ryan, dans la réaction ATP donne AMP cyclique grâce à l'adényle cyclase. Donc pareil. Lorsque le ligand se fixe sur le RCPG, il va avoir son rôle d'augmenter la MP cyclique quand c'est la soluté alpha S. Mais lorsqu'on n'en a plus besoin, il se fait endocyter grâce à des kinases. Et après, il va jouer son rôle dans le reste pour provoquer des fois même qui va devenir un FRT. Donc, schéma qui finit en fanfare, puisque ça c'est super parce que ça vous résume tout. C'est très important. Pour avoir les idées claires, faites la différence entre, regardez le RCPG qui est en dimère, là on le voit bien en dimère,
Le RCPG qui se fait activer par un ligand, qui va activer la SUNT alpha, qui va augmenter la MP cyclique, qui va augmenter les kinases, qui va jouer le rôle, les kinases de FRT, puisque les kinases, quand on va phosphoryler, ça peut aller donc vers le noyau. Mais la SUNT alpha, si c'est alpha Q, peut activer une phospholipase C. IP3, calcium calmoduline, kinase. On revient au même endroit. La phospholipase C va couper PIP2 et va donner DAG. Vous vous rappelez DAG qui reste dans la membrane plasmique. Et DAG peut activer une protéine kinase C. Donc, toujours, on revient au même endroit. Si je suis un récepteur tyrosine kinase, aussi je suis en dimère. Et le facteur de croissance qui va se mettre, par exemple l'insuline, par exemple, arrive aussi en dimère. Ça va créer automatiquement une autophosphorylation. Ça peut activer, et ça peut donc vésicule de donc endocytose, vésicule de Klatskin, et donc ça jouer un rôle de FRT. Ou peut activer la protéine RAS Jeff et pour faire des cascades de kinase. Donc ici, quand s'active la SUNT RAS Jeff, finalement, il n'y a pas d'endocytose dans ce cas-là. Okay, c'est un peu l'exception. Il n'y aura pas d'endocytose dans un cas pareil. Okay, donc là, ça résume. Bon, là, c'est peut-être un peu flou pour vous, mais ça résume vraiment tout. Et juste, c'est un schéma qui est tombé avec aussi celui-là. Celui-là aussi est tombé. Alors là aussi, c'est sympathique parce que ça résume vraiment aussi tout ce que vous avez vu dans ce chapitre 11 et même en avant. Alors, comment commencer un schéma comme ça? Qu'est-ce qu'on constate en premier lieu, avant de commenter le schéma? On constate, regardez le RCPG où il est. Déjà, quand vous remarquez ça, qu'est-ce qu'on remarque? Qu'un RCPG peut se retrouver dans la membrane du RE. Au revoir, Mona, merci beaucoup. Le RCPG, je répète, peut se retrouver dans la membrane d'enveloppe du RE. Pour jouer exactement le même rôle, il va être donc activé par une hormone et va jouer son rôle puisqu'il va activer l'alpha GTP et jouer exactement le même rôle. Bon, ça, c'était juste. Maintenant, le schéma, comment on le découpe? Chaque chose n'a pas de lien ensemble. C'est juste qu'il y a plusieurs mécanismes. Regardez en haut à gauche. On commence par la gauche. Il y a l'œstrogène. L'œstrogène, lui, a un transporteur sanguin puisqu'il est liposoluble. Il va rentrer dans la cellule par diffusion et va rencontrer son récepteur intracellulaire, récepteur nucléaire. Et va faire quoi? Va provoquer une dimérisation sur le domaine E, va provoquer une dimérisation. Il va aller sur l'ADN, sur la séquence ERH, et il va se fixer grâce à son domaine C. Et il va avoir un effet. OK? L'effet autocrine, peu importe. Tout à droite, on a le récepteur tyrosine kinase. Par exemple, c'est un récepteur EGF. EGF, c'est un récepteur de croissance. Donc, en gros, quand il y a un facteur de croissance qui va se mettre, ça va provoquer une croissance de la cellule. Donc, pareil, lorsque le récepteur va se mettre sur le récepteur tyrosine kinase, autophosphorylation, endocytose, cascade de kinase, ça va activer le FRT et ça va avoir le même rôle puisque ça va jouer un rôle de transcription de FRT, donc de transcription de gènes. Régulation de la transcription. Maintenant, qu'est-ce qu'on constate? On constate, et la dernière chose, qu'il peut avoir des précurseurs, des ligands qui proviennent de précurseurs. Par exemple, ici, on a donc une protéine transmembranaire qui peut être coupée par ADAM. Okay, vous vous rappelez que ADAM, c'est une métalloprotéase qui est responsable du remodelage de la matrice extracellulaire et qui va donc cliver le domaine extracellulaire de protéines ou les protéines extracellulaires. Alors, s'il y avait marqué MMP, ADAM et MMP, c'est la même chose. Pour moi, c'est la même chose. Alors, ce qui est intéressant ici dans ADAM, alors c'est une information, il faudrait peut-être confirmer, mais vous voyez que ADAM a besoin d'être phosphorylé. Bon, je ne sais pas si c'est tout le temps comme ça, mais ici, on voit dans le schéma que ADAM a besoin d'être phosphorylé. Va couper donc la protéine transmembranaire, le récepteur transmembranaire, qui va libérer
la partie extracellulaire qui va devenir un ligand. Ce ligand va aller sur la cellule, ok, et va permettre d'activer ce récepteur tyrosine kinase. Ça, c'est en gros presque un effet autocrine. Ce ligand peut aller vers une autre cellule, et ça, c'est l'effet paracrine. D'accord? Donc voilà, c'est juste, c'est plusieurs informations sur ce schéma-là, mais voilà, ça aussi, je vous mettrai l'anal de ce schéma, et les questions sur ce schéma, c'est très intéressant. Mais souvent, pendant l'année, vu que c'est le dernier cours de l'année, souvent ils le bâclent, ces schémas-là, parce qu'ils n'ont plus de temps, etc. Ils doivent finir le programme. Voilà, mes chers amis. Moi, j'ai fini avec vous sur ce chapitre 11, sur ces schémas de Biot-C. Il y a quand même peut-être une dizaine de schémas que l'on n'a pas vus, volontairement parce qu'ils sont un peu saoulants et je voulais juste que vous preniez du plaisir à la Biot-C. Mais ce qui est sûr, c'est que ces schémas, on va les revoir. Donc à partir de la semaine prochaine, régulièrement, on fera des séances de révision. Ok? Mais je vous en supplie, je ne veux pas faire un monologue. Quand je dis un monologue, vous n'espérez que vous avez parlé. Mais je veux qu'en amont, vous me disiez, voilà, Dan, ça serait bien si tu arrives à nous faire comprendre ce schéma-là et à nous faire comprendre cette notion-là. Moi, avec plaisir. Si j'ai des thèmes, je vous parle. Je peux vous faire 100 thèmes, mais c'est mieux que ça vienne de vous. Okay? Parce que chacun a ses difficultés, c'est important de bien voir les choses. Donc, voilà, ça, c'est une première chose. Deuxième chose, je répète que la Biot-C, si vous ne la bossez pas 1 heure par jour, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que ça ne va jamais rentrer. Si vous la bossez 1 heure de temps en temps, ça ne rentrera jamais. C'est impossible. Donc ça, c'est une première chose. Une deuxième chose. Et une troisième chose, j'hésite à le faire, mais on en fera quelques-uns quand même. En Biot-C, il y a une partie qui s'appelle les ED. Les ED, c'est la moitié du programme aussi en Biot-C, donc c'est important. Maintenant, est-ce que ça va être maintenu? Ça, c'est point d'interrogation. Mais on en fera quelques-uns parce que c'est quand même intéressant de comprendre un peu comment se passent les ED et comment se passent les exercices, les réflexions qu'on peut avoir lors de ces exercices dirigés. D'accord? Mais ça, on le fera tranquillement. Donc, je répète, à partir de la semaine prochaine révision, j'attends de vous que vous me donniez des thèmes pour les travailler. Moi, je donne tout ça et on se voit donc à chaque fois. Donc, j'ai plus besoin, à part le chapitre 11 qu'on a fait aujourd'hui, de vous faire des fiches à proprement parler. Mais je vous enverrai la grosse fiche que j'ai faite depuis maintenant quelques années sur toute la Biot-C et je pense que c'est pas mal. Mais pour le voir, cette fiche-là, il faut vraiment avoir vu la grande majorité des cours et je pense que c'est important. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on se quitte? Pas de questions? Donc, tout est clair. Tout est clair. Faites les questions d'anal que je vous ai envoyées sur le groupe dans l'après-midi. C'est très important. Faites les questions d'anal pour savoir où vous en êtes. OK? Et vous êtes capable maintenant de répondre à toutes les questions d'anal. OK? Donc, faites-les et évidemment, jusqu'au bout, je vous enverrai des tonnes de QCM. Je répète, vendredi, je crois que ça soit 17h30, 18h, il y a le cours de Tristan. Je crois que c'est sur les orbitales. Et dimanche, on reprend les maths. OK? Bon courage à tous!